son maximum, c'est-à-dire environ tous les 11 ans. Au plus haut des activités solaires, il peut y avoir 2 ou 3 éjections de masse coronale par jour, alors qu'au plus bas, cela peut descendre à 1 par semaine. Les spécialistes se préparent à observer le prochain maximum solaire. Certains d'entre eux pensent qu'il devrait se produire en 2012. Il se trouve que c'est l'année où le calendrier Maya arrive à son terme, ce qui génère des hypothèses sur des catastrophes à l'échelle planétaire et sur la fin du monde. On pense que le prochain maximum solaire sera le plus faible que l'on ait depuis 1928 et qu'il ne sera atteint qu'après 2012, bien qu'une datation précise dépasse nos capacités actuelles. Aujourd'hui, on prévoit que le prochain maximum solaire aura lieu début 2014. Certains pensent qu'il aura lieu même avant, mais il est comme une cible en mouvement, dans la mesure où l'on ne comprend pas encore tout à fait le cycle solaire. Les spécialistes ont longtemps pensé qu'une puissante EMC provoquerait des désastres. La dernière fois que ce type de phénomène a pris pour cible la Terre, en 1859, toutes les liaisons par télégraphe furent interrompues et l'on put voir des aurores jusqu'en Équateur. Si un événement de cette ampleur se produisait de nos jours, la planète connaîtrait des pannes d'électricité d'une échelle inconnue à ce jour. Une grande partie du réseau électrique pourrait être hors service pendant 3 mois, et peut-être même plus. Si l'on était privé d'électricité pendant 3 mois, les effets, en particulier dans un pays aussi dépendant que le nôtre, seraient dévastateurs. C'est même difficile à concevoir. La population paniquerait. On n'aurait plus de réfrigération ni de lumière. Sans les éclipses artificielles de nos satellites solaires, on ignorerait encore l'existence d'une telle menace. Selon de récentes estimations, il faudrait 4 à 10 ans pour effacer les traces d'une telle catastrophe. Les victimes se compteraient par millions à cause du manque de nourriture, d'eau potable et de médicaments. L'évaluation des dommages se monte à 20 fois ceux engendrés par l'ouragan Katrina. On sait qu'une forte EMC a frappé la Terre il y a 150 ans. Mais les spécialistes ne sont pas d'accord sur la date de la prochaine. La probabilité que cela se produise de notre vivant ne dit rien de bon. Mais on n'en sait rien. On n'a pas assez de données. Une très puissante éjection de masse coronale, de celle qui provoquerait des dégâts sur toute la Terre, se produit probablement une fois par millénaire. Mais assister à une telle catastrophe tous les 10 siècles, c'est vraiment quelque chose. Les éclipses artificielles à bord des satellites qui surveillent les éjections solaires du Soleil pourraient être notre meilleure protection. En mettant en place de meilleurs systèmes d'alerte, on pourrait avoir le temps de couper le réseau électrique pour l'empêcher de griller. Une éjection de masse coronale est peut-être le phénomène le plus spectaculaire que nous ait révélé l'étude des éclipses solaires. Mais l'univers produit d'autres éclipses, et chacune nous permet de faire de nouvelles découvertes sur le cosmos. Il suffit d'un saut dans l'espace, pas plus loin que la Lune, et les rôles sont renversés. La Terre devient le corps céleste qui éclipse le Soleil. Voyez combien l'image d'Apollo 12 a été importante. La caméra est tournée vers la Terre et on peut la voir éclipser le Soleil. Ces images d'Apollo furent capitales pour l'humanité. Elles nous ont offert la première vision de la Terre comme un objet flottant dans l'espace. Bien plus loin, à près d'1,5 milliard de kilomètres, la sonde spatiale Cassini observe la sombre Saturne,
entourés d'anneaux rétroéclairés quand la planète bloque le disque du Soleil. Le satellite stéréo B a pris une image très différente de la Lune éclipsant le Soleil. Depuis l'espace, la Lune semble plus petite et elle croise le disque du Soleil au cours de ce qu'on appelle son transit. Ce type d'éclipse nous permettra peut-être de répondre à certaines questions essentielles que nous nous posons sur l'univers. Ce qui fait l'importance du transit, c'est qu'il s'agit en fait d'un des moyens dont nous disposons pour découvrir des planètes extrasolaires. Cette possibilité de nouvelles découvertes passionnantes est cependant vite tempérée. Trouver une planète en transit devant son étoile ressemble à chercher une fourmi posée sur les phares d'une voiture. Mais la science a relevé le défi et de nouveaux télescopes spatiaux spécialisés dans les minuscules éclipses et la découverte de planètes autour de lointaines étoiles sont sur le point d'atteindre leur but. Après des siècles de questionnement, la découverte d'une autre Terre dans les profondeurs de l'espace semble être à notre portée. Si la recherche d'éclipses commence par celle dont nous avons admiré le spectacle sur Terre, en tournant notre regard vers l'espace, nous découvrons d'autres éclipses, et pas uniquement dans notre système solaire. Bien au-delà, elles sont la clé de l'une des plus grandes quêtes de l'humanité, la chasse aux planètes extrasolaires. Il y a un type d'éclipse très important, c'est celui qui se produit quand une planète extrasolaire, une planète qui orbite autour d'une étoile autre que le Soleil, passe devant son étoile parente. Il faut un télescope très sensible pour détecter ce léger faiblissement de la luminosité. À l'heure actuelle, le télescope spatial Kepler est le plus connu de tous. Il se trouve là-haut dans l'espace et observe, sur une période de plusieurs années, une centaine de milliers d'étoiles comme le Soleil, ainsi que le transit de planètes comme la Terre qui passent devant ces étoiles. Ce serait formidable de trouver des planètes autour d'autres étoiles en pointant un télescope vers le ciel et de pouvoir en prendre une photo. Mais c'est très difficile. En particulier parce que les étoiles sont entre 10 millions et 10 milliards de fois plus lumineuses que les planètes qui tournent autour d'elles. Je peux les démontrer très facilement avec ce projecteur. Lorsqu'il est allumé, je me perds complètement dans l'éclat de la lumière, tout comme une planète est noyée dans la luminosité de l'étoile autour de laquelle elle tourne. La fonction de Kepler, c'est de mesurer la luminosité des étoiles, comme peut le faire ce photomètre avec le projecteur qui représente notre étoile. C'est ainsi que les éclipses s'inscrivent dans la mission Kepler. Ici, l'aiguille du photomètre s'abaisse quand quelque chose passe devant le projecteur, créant une éclipse. Kepler fait la même chose, mais il est tellement sensible qu'il peut détecter un écart de 20 millionièmes. Kepler est capable de détecter dans une zone habitable une planète de la taille de la Terre, autour d'une étoile comme le Soleil, une vraie jumelle. La mission Kepler est la première à pouvoir accomplir cela. Kepler a été entraîné pour opérer sur une zone de la galaxie qui contient environ 150 000 étoiles. Il surveille chacune d'entre elles en permanence, mesure leur luminosité toutes les 30 minutes, dans l'espoir de détecter ces éclipses très brèves provoquées par les planètes qui tourneraient autour d'elles. Un petit nombre seulement d'entre elles sont dans la position qui permettrait que l'on puisse voir leur transit planétaire. Dans le ciel, la plupart des étoiles qui possèdent des systèmes planétaires ne subissent pas de transit. Il faut un peu de chance pour avoir par hasard un alignement. C'est quand le plan orbital de la planète est dans notre champ de vision ou contient notre champ de vision vers la Terre que l'on peut voir les planètes passer devant l'étoile et atténuer sa luminosité. La combinaison de lumière et d'ombre produite à chaque transit est ce qu'on appelle une courbe de lumière. Elle montre la diminution de la lumière au moment où la planète passe devant le Soleil.
Kepler a pu nous transmettre des résultats au bout de quelques mois seulement. Quand nous avons regardé les toutes premières courbes de lumière, nous avons tout de suite vu des transits. Certains nous ont sauté aux yeux. Le vaisseau spatial fonctionnait de manière impeccable. Les données étaient splendides. Dès sa sortie, on a atteint des niveaux de précision très proches de ce qu'on espérait. En janvier 2010, l'équipe de Kepler annonce la découverte de 5 premières planètes. 4 sont des géantes gazeuses, comme Jupiter. La 5e est de la taille de Neptune. Kepler a observé de nombreuses fois leur transit au cours de la première semaine de recherche. Cela signifie qu'elles font le tour de leur étoile en quelques jours, en éclipsant à chaque fois leur étoile. Ces objets sont plus près de leur étoile mère, 10 fois plus proche de leur étoile mère que Mercure ne l'est du Soleil. Et c'est elle qui est la plus proche dans le système solaire. Mais l'un des objectifs de Kepler est de trouver des planètes comme la Terre autour d'étoiles comme le Soleil. Et cela prend du temps, car elles gravitent selon des échelles de temps qui représentent pour nous une fois par an. Une planète comme la Terre, autour d'une étoile comme le Soleil, va produire un affaiblissement de lumière de 1 pour 10 000. C'est très faible comme signal. Si ce transit se produit dans une zone habitable, il va durer 12 heures et se renouveler une fois par an, et non une fois tous les 3 jours. Il faut donc observer, être patient. On va regarder une année entière et attendre un événement qui se produira au cours des 12 dernières heures et ce sera très faible, une variation de 1/10 millième. Lorsque Kepler capte une courbe de lumière significative, les grands télescopes qui sont au sol le suivent. Ils prennent des mesures complémentaires pour s'assurer que les éclipses sont bien provoquées par des planètes. Il faut donc trier beaucoup de données. En juin 2010, on avait découvert 700 objets qui pouvaient être des planètes. Le travail de confirmation effectué par des télescopes au sol est très lent. Il va encore se poursuivre pendant des mois et des années. Tandis que le processus continue, la liste des planètes localisées par Kepler va s'accroître. On ne peut qu'imaginer le taux de réussite de Kepler, mais pas moins de 50% des objets découverts pourraient se révéler être des planètes. Kepler va traquer ces minuscules éclipses pendant 6 ans. Il va effectuer un recensement des planètes de notre galaxie qui sera plus complet que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à ce jour. Kepler va déterminer si les planètes du type de la Terre sont communes ou rares, et la réponse sera de toute façon intéressante. S'il s'avère qu'elles sont rares, cela montrera à quel point nous sommes particuliers dans la galaxie. Mais nous avons des raisons de croire qu'elles sont répandues. Nous sommes optimistes, la plupart ne sont pas communes, mais nous n'en savons rien. Nous n'avons pas encore la réponse. C'est en cela que les éclipses sont les outils qui rendront possible la découverte de planètes comme la Terre autour d'autres étoiles. Nous sommes loin du frisson recherché par les amateurs quand ils voient la Lune dissimuler le Soleil. Dans l'espace profond, les éclipses nous mènent vers la connaissance de notre place dans le cosmos. En bloquant la lumière de certains des objets les plus lumineux de la création, c'est comme si nous pouvions enfin contrôler leur bruit assourdissant et les entendre à présent nous chuchoter les secrets de l'univers.